Le long du fleuve Guayas, quelques navires pour touristes nous renvoient au temps des pirates. Lorsque vous n'avez pas réservé votre ticket pour las Encantadas, il vous faut attendre pour qu'une place se libère, ce qui vous laisse le temps de visiter Guayaquil, la plus grande ville d'Équateur. La ville doit son nom au chef indien Guayas et à sa femme Quil, qui résistèrent vaillamment à l'envahisseur espagnol. Au XVIIIe siècle, la ville fut la proie des pirates anglais et hollandais sur la route maritime entre Quito et Lima. Autrefois la ville la moins sûre du pays, Guayaquil a repoussé la délinquance au sud de la ville. Le long de la rive du fleuve Guayas a été créée une promenade, le Malecón, qui est la vitrine aseptisée de cette ville moderne. La promenade est très prisée des habitants, qui viennent profiter des attractions et des multiples échoppes et restaurants. Au nord de cette promenade se trouve le Cerro Santa Ana. On accède au sommet par un escalier de 444 marches numérotées, un endroit coloré et très pittoresque. Pour vous rendre aux Galapagos, vous pouvez prendre le bateau comme au temps des pirates ou tout simplement l'avion qui vous posera à l'un des 2 aéroports de l'archipel. Les îles Galapagos sont également appelées las Encantadas ou îles enchantées. L'archipel est composé de 5 grandes îles, Fernandina, Isabela, San Cristobal, Santa Cruz et Santiago, 14 moyennes et petites îles et 42 îlots. Les Espagnols, remarquant la ressemblance entre la carapace relevée à l'avant de la tortue géante et la selle de leur monture, ont appelé les îles Galapagos, ce qui signifie à la fois tortue et selle en espagnol. En 1959, 97% de la superficie des îles ont reçu le statut de parc national. En 1986, on a créé une réserve marine pour protéger la faune côtière. Les 2 parcs sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. D'un point de vue touristique, les Galapagos sont évidemment une mine d'or pour l'économie équatorienne. Des milliers de touristes visitent ces îles. Malgré la grande affluence, elles sont extrêmement protégées et seulement une 50aine de sites sont accessibles aux touristes. L'île de San Cristobal est située à l'est de l'archipel. C'est le centre administratif des Galapagos. La capitale est Puerto Baquerizo Moreno. Son aéroport constitue le point de départ des croisières touristiques. La ville comprend de nombreux hôtels, restaurants et boutiques de souvenirs, le tout sous l'œil plus ou moins attentif des otaries à fourrure et des pélicans. Les îles Galapagos abritent une faune et une flore endémiques venues du continent sud-américain il y a des millions d'années. Faune et flore auraient été entraînées par les courants marins comme le courant de Humboldt ou le célèbre El Niño.
Au fil du temps, la faune se diversifia d'une île à l'autre. Au port de San Cristobal, comme de nombreux touristes, nous attendons un taxi pour explorer les environs de l'île. Nous découvrons les paysages volcaniques des îlots, ainsi que la flore composée de plantes grasses, de cactus et d'arbres maigres. Nous approchons de León Dormido, où deux rochers surplombant l'océan de plus de 180 mètres de haut suggèrent la forme d'un lion endormi. Nous accostons sur une des plages de Punta Pit pour observer les otaries et se baigner en évitant de se faire mordre par le mal de la colonie. Le sable blanc contraste avec les coulées de lave. L'otarie des Galapagos est très semblable à l'otarie de Californie. Cette otarie est également appelée lion de mer. Cette dénomination évite une confusion avec une autre otarie qui vit également sur l'archipel, l'otarie à fourrure des Galapagos. Endémique à l'archipel, cette petite otarie est relativement nombreuse. Elle vit en colonies qui se réunissent sur le sable ou les rochers. Polygame, le mâle ne constitue pas pour autant les importants harems des otaries à fourrure. Les femelles sont libres de quitter le groupe et d'y revenir. Le mâle défend un territoire qui peut mesurer jusqu'à 100 mètres de long. Il patrouille dans l'eau ou sur le sable, interdisant l'accès aux concurrents et aux baigneurs. Il veille également sur les jeunes qui ne se méfient pas encore des requins. Cette otarie se nourrit essentiellement de sardines. Elle vit sur cet archipel grâce aux effets rafraîchissants du courant de Humboldt. Les manchots et lions de mer ressentent les effets d'El Niño. Durant le cycle de 97 à 98, la population des principales colonies a diminué de 48%. L'otarie aime se chauffer les nageoires au soleil tout en profitant de la fraîcheur relative du Pacifique dont la température de l'eau varie entre 15 et 18 degrés. Un pinson à gros bec nous rappelle l'origine de la théorie de l'évolution et nous amène au centre Darwin de San Cristobal. C'est à partir de ces observations que Darwin écrira sa théorie de l'évolution dans l'origine des espèces. L'intérieur de l'île de San Cristobal abrite en son sommet souvent embrumé un lac de cratère, la Laguna Junca, qui est la seule réserve d'eau douce de l'île. Les rives du lac sont colonisées par une espèce de plante endémique, le Miconia. Le nord de l'île est très sauvage, il comprend la Galapaguera, un site de réintroduction des tortues.
La tortue géante des Galapagos est l'un des animaux les plus symboliques de l'archipel. Elle peut atteindre une longueur d'1,20 m, un poids de 400 kg et une longévité de 170 ans. Sa carapace très lourde rend ses déplacements plutôt lents. Une tortue des Galapagos se déplace à une vitesse moyenne inférieure à 500 mètres par heure. La tortue géante reste toute sa vie dans la même carapace car celle-ci est composée de plaques osseuses recouvertes d'écailles qui grandissent tous les ans. Elles vivent sur les coulées de lave qui constituent un terrain chaud et sec. Les tortues des Galapagos empruntent le même passage à travers la végétation pour rejoindre les points d'eau de l'île. Depuis des siècles, elles ont creusé de véritables sillons. En octobre, elles descendent sur les côtes pour pondre. La femelle creuse un trou dans le sol et y enfouit ses œufs. Elle pond jusqu'à 17 œufs. Elle les quitte après la ponte. L'incubation dure de 3 à 8 mois. Une lancha, une barque ultra rapide surmotorisée, nous a débarqué à Puerto Ayora sur l'île de Santa Cruz. Nous profitons de l'ambiance nocturne de l'île, la plus peuplée de l'archipel. Après avoir traversé l'île de Santa Cruz par les terres, notre bateau nous débarque sur l'île Plaça Sur, proche de Baltra, couvert d'une végétation étrange et colorée. Le chemin balisé nous permet d'approcher les fameuses iguanes terrestres. L'iguane habite dans un terrier qu'il creuse dans le sable sous les rochers, parfois jusqu'à 2 mètres de profondeur. Ce reptile est végétarien. Il apprécie surtout les feuilles d'acacia et les cactus, dont il consomme également les piquants. On connaît mal la reproduction de cette iguane. Cependant, on a observé des combats rituels entre mâles. La femelle pond 7 à 10 œufs qu'elle enfouit ensuite dans le sol. Peu farouches, les iguanes terrestres des Galapagos ont été victimes de la civilisation. L'homme a longtemps chassé cette iguane pour sa chair. Son ennemi naturel est la buse des Galapagos. Ce grand lézard de 1,20 m est aujourd'hui menacé de disparition. Il n'en reste que quelques milliers sur 2 ou 3 îles de l'archipel. Quelques mouettes des Galapagos, reconnaissables par leur queue, cohabitent avec les derniers iguanes terrestres. Le va-et-vient des annexes des bateaux de croisière continue sous l'œil perçant des frégates de l'île de Seymour. Les frégates ou vautours des mers ont une envergure aussi grande que celle des albatros. Cet oiseau a perdu l'imperméabilité de son plumage et n'amerrit jamais. Il passe son temps à tourner en rond dans le ciel ou à planer pour pêcher en surface ou voler les poissons aux autres oiseaux, en particulier ceux des fous de bassin. Pendant la saison des amours, le mâle gonfle son jabot rouge pour attirer les femelles qui, elles, ont un jabot blanc.
La saison de la reproduction varie selon les îles. Après 10 à 20 jours de parade amoureuse, un seul œuf est pondu dans un nid de branchage situé dans un arbre ou un buisson. Après 55 jours d'incubation, il faudra 130 à 160 jours au moins avant que la nouvelle frégate ne prenne son envol. Le développement lent du poussin ainsi que sa capacité au jeûne sont des adaptations remarquables à une irrégularité de nourriture. Toujours sur l'île de Seymour, de la famille des fous de Bassan, nous découvrons en même temps que son œuf les pattes bleues de cette espèce de fou qui est certainement l'oiseau le plus célèbre des Galapagos. Son nom de fou, piqueros en espagnol, vient de son incroyable habileté à plonger en piqué. La femelle confectionne son nid dans une dépression du sol entourée de jets d'excréments. Après 1 mois et demi d'incubation sous les pattes des parents, l'éclosion du premier œuf se fait 5 à 7 jours avant celle du second. Si la nourriture n'est pas suffisamment abondante, l'aîné, plus fort, survivra à son cadet en le rejetant hors du nid. C'est le mâle qui part à la recherche de la nourriture alors que la femelle reste avec l'oisillon en lui apportant l'ombre nécessaire à sa survie jusqu'à ce qu'il apprenne à voler et à pêcher, ce qui dure environ 50 jours. Les pattes de cet oiseau sont d'un bleu vif dès la naissance. Les scientifiques n'ont pas encore découvert le processus de sélection qui explique la différenciation par la couleur des pattes. Au nord-ouest de Santa Cruz se trouve l'île de Bartolomé dont les aménagements permettent de gravir les 145 mètres de dénivelé du cratère. Du sommet de l'île, on peut découvrir l'extrême nord de l'île Santiago avec ses paysages volcaniques aux couleurs contrastées. Cette île est interdite à l'homme. Au bord de l'eau, nous pouvons approcher quelques requins pointe blanche qui sont végétariens. Au-dessus de Puerto Ayora, au village de Bella Vista, se trouvent les tunnels de lave formés lors de très anciennes éruptions. Certains font plusieurs kilomètres de longueur, avec un diamètre de plus de 10 mètres en certains endroits. Ce type de coulée de lave, assez rare, se retrouve sur les îles volcaniques d'Hawaï ou de Lanzarote dans les Canaries.
Proche du port se trouve la baie de Bahia dans laquelle nous débarquons pour notre dernière excursion sur l'île de Santa Cruz. Las Grietas sont de petits canyons où l'eau de mer est emprisonnée. Elle est plus chaude que l'océan. Les bébés poissons se sont introduits par des failles et développés à l'abri de tout prédateur. Ils atteignent ainsi de très grandes tailles. Quelques mangroves vivent dans ces abris naturels. De retour sur l'île San Cristobal, nous embarquons de nuit et de façon clandestine sur une croisière a priori officielle en direction du sud, cap sur l'île Española, située à une centaine de kilomètres. Le nombre de visiteurs journaliers est limité pour chaque île. Les bateaux de tourisme doivent demander des autorisations et employer des guides du parc. La réalité est parfois un peu différente. Après 4 heures de traversée mouvementée, ponctuée de rencontres aquatiques, nous débarquons sur Española pour découvrir une sorte de surfeur bien particulier. En regardant de plus près, il ressemble à un gros lézard aquatique. L'iguane aquatique des Galapagos est le seul lézard marin du monde. Il se nourrit d'algues du littoral, c'est un bon plongeur qui peut rester plus d'une demi-heure sous l'eau. En général, il nage près de la surface, ne s'aventurant guère au-delà de 10 mètres de profondeur. Après son repas, il revient s'entasser au milieu de ses congénères sur les rochers. Ce monstre de la préhistoire est tout à fait pacifique et passe la journée à se dorer au soleil. Il vit en symbiose avec les crabes rouges qui se nourrissent des tiques qui pullulent sur leur peau. L'iguane marin se débarrasse des excédents de sel grâce à des glandes nasales particulières qui lui permettent de rejeter le sel par les narines. Près du bord de mer, nous faisons la rencontre avec un jeune fou masqué, peu farouche, qui attend ses parents. Le jeune fou masqué est difficile à distinguer des autres fous, mais une fois adulte, on le reconnaît à son plumage blanc et noir, son bec de couleur orangée et bien sûr le masque noir de ses yeux. Comme le fou à pattes bleues, le fou masqué ne construit pas de nid, il utilise des dépressions dans le sol. Il choisit de préférence le sommet des falaises où les courants aériens lui permettent de s'envoler plus facilement.
Bien qu'il existe 13 espèces d'albatros au monde, l'albatros des Galapagos est endémique non seulement à l'archipel, mais aussi à l'île d'Espagnola, car c'est le seul endroit au monde où il se reproduit. L'accouplement se fait sur 5 jours, entre mi-avril et mi-juin, avant la ponte de l'œuf unique, gros comme une boule de billard. L'éclosion arrive entre mi-juin et mi-août, après une incubation de 63 jours. L'albatros des Galapagos a une espérance de vie de 30 à 40 ans. L'archipel des Galapagos est de formation relativement récente, mais son éloignement du continent a permis aux espèces colonisatrices d'évoluer et de s'adapter à leur milieu pendant des millions d'années, en dehors de l'influence de leurs espèces d'origine. Dès que l'homme a débarqué dans ces îles, la faune et la flore ont été mises en danger, l'équilibre a été rompu. Des espèces continentales d'animaux, d'insectes et de plantes ont menacé voire décimé les espèces locales. De 1990 à 2000, les braconniers ont tué au minimum 120 tortues géantes. L'homme, toujours désigné comme un fléau, fait malgré tout partie de l'équilibre planétaire. Déserter ces îles brutalement ne ferait qu'aggraver les choses. L'impact de l'homme ne peut pas être annulé. Il est présent sur toute la planète, dans l'eau, dans la terre, dans le changement climatique. Il faudrait pour ces îles une véritable politique écologique pour limiter les dégâts. La population devrait être sensibilisée au maintien de l'équilibre et de la sauvegarde des espèces pour assurer son avenir. Un avenir sans pollution, sans braconnage, avec un tourisme mieux contrôlé et moins exploité. Entre créer un sanctuaire inaccessible et tout détruire, il existe des solutions. Il reste à espérer que ce qui a été sauvé par les scientifiques, les îlots en réserve intégrale et la réserve marine classée au patrimoine de l'humanité resteront intacts pour des décennies, le temps d'un changement de mentalité et de politique. Un avenir harmonieux est possible aux Galapagos.